Bonjour Isabelle et merci d'avoir répondu à notre demande pour cette interview concernant les violences éducatives ordinaires. Et avant d'entrer plus vivement dans le sujet, nous aimerions que tu te présentes. Bonjour à toutes, merci infiniment de m'avoir invitée, de me donner ce petit temps de parole. Donc moi je m'appelle Isabelle Pitti, je suis pédiatre dans la région parisienne, dans une banlieue à Gennevilliers. Je travaille aussi un petit peu dans le médico-social auprès d'enfants autistes et dans un relais parental. Je précise que je n'ai pas de lien d'intérêt et que je parle à mon nom propre. Hein. Je ne parle pas au nom ni des sociétés savantes de pédiatrie, ni des associations que je vais citer, ni au nom, bien sûr, de mes employeurs. Voilà, je parle à mon nom propre en tant que pédiatre. Voilà. Et donc, en fait, dans ma pratique, j'ai d'abord beaucoup travaillé à l'hôpital, notamment en maternité et en néonatologie. Et quand j'ai décidé finalement de m'installer, j'ai gardé le lien vers les hôpitaux et donc notamment le suivi des enfants qui ont des pathologies lourdes et puis qui sont à risque de troubles du développement, donc notamment les anciens grands prématurés, les enfants porteurs de malformations, etc. Et donc, je m'intéresse particulièrement au soutien du développement de l'enfant et donc au soutien de la parentalité. Donc, dans le cadre du soutien au développement de l'enfant, je suis tombée en fait un petit peu par hasard sur le film de Mario Viana, l'Odyssée de l'empathie, donc il va vous parler la semaine prochaine. Et donc, j'ai lu un petit peu, c'est comme ça que j'ai appris mieux ce que c'était les violences éducatives ordinaires. Je ne connaissais pas très bien, je n'avais pas été formée à ça dans mon cursus. Et donc, j'ai lu beaucoup de livres de Catherine Guéguen, Isabelle Filiosa, Catherine Dumontel-Crémer, etc. etc. J'ai creusé tout ça et ça m'a ouvert toute de nouvelles voies. Et donc, je me suis mise à être une militante des droits de l'enfant et de la mobilisation contre les violences éducatives ordinaires. Après, pour approfondir tout ça, j'ai fait le DU que Catherine Guéguen, pédiatre, soutient la parentalité, la relation au cœur du développement de l'enfant. Voilà. Alors, Isabelle, tu es pédiatre, donc un métier de santé. Effectivement, dans nos professions, nous, petite enfance, nous avons une sensibilisation un peu plus forte dans notre formation de tout ce qui concerne les violences éducatives ordinaires. Toi, dans ta formation, tu le dis, il n'y avait pas de mise en lumière de cette problématique-là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, ça a nourri ta pratique et quel effet ça a eu sur toi, cette prise de conscience? Donc, en fait, j'essaye d'intégrer cette sensibilité autour des violences éducatives ordinaires sur trois plans. Le premier plan, c'est de ma pratique, effectivement, au sein de mon travail, par exemple, au cabinet. Déjà d'être soi-même bienveillant, hein, ce qui n'est déjà pas évident, de prendre soin de soi afin d'être disponible et de pouvoir être toujours dans un soutien bienveillant et donc d'arriver parfois aussi à mettre un peu de distance avec les propres problèmes personnels qu'on peut avoir. Donc, comment est-ce que je me mobilise contre les violences éducatives ordinaires en tant que pédiatre? Donc, il y a en gros trois plans. Le premier plan, c'est à titre purement professionnel dans ma pratique de pédiatre, par exemple, dans mon cabinet, avoir d'une part une posture aussi bienveillante que possible, ce qui n'est pas non plus toujours facile parce qu'on a nos propres soucis à gérer. Donc, il faut arriver à prendre soin de soi pour être disponible pour nos patients. Après, donc, dans des petits conseils au quotidien, dans toutes les consultations liées à la prévention, quand les parents viennent pour des vaccins, etc., on parle aussi de l'alimentation, du sommeil, du soutien au développement de l'enfant, avoir toujours un certain nombre de discours de façon à ce que les parents soient toujours à l'écoute des besoins de l'enfant et puis donc faire passer un certain nombre de messages à ce moment-là, le soutien de l'allaitement, le soutien du rythme de l'enfant, enfin voilà, des petits conseils de puériculture, on va dire, mais revisiter avec, à la lumière des neurosciences affectives et sociales. Je sais que vous êtes des professionnels d'un lieu d'accueil enfants-parents et je trouve ça très chouette.
Moi, je suis aussi maman et quand j'ai eu mon premier enfant, je suis allée à la Maison Verte de Françoise Dolto. C'était la première maison, le premier lieu d'accueil enfants-parents, c'est elle qui a lancé ça. C'était sur Paris 15e, j'ai trouvé ça génial. Et je me suis un petit peu engagée dans ma ville pour essayer de sensibiliser les élus à la nécessité qu'on ait ce genre de lieu sur notre ville. Ça a pris du temps par rapport à notre ville, mais on y est arrivé. Et donc, en fait, voilà, j'essaie d'être en lien avec toutes les structures. On a aussi la chance encore d'avoir des PMI qui font un certain nombre d'ateliers de soutien à la parentalité, etc. J'essaye d'envoyer mes parents, mes patients, les parents de mes patients à tout ce qui se fait sur la ville et de donner des outils avec les professionnels qui travaillent sur cette dimension-là. Voilà. Et après, il y a un troisième plan qui est donc pas à titre purement professionnel, mais à titre associatif. Donc là, je m'engage à titre associatif à la fois pour des associations, on va dire, nationales et puis sur des associations locales. Donc les associations nationales, bien sûr, celles qui sont mobilisées contre les violences éducatives ordinaires. Je citerai d'une part Stop VO et d'autre part l'Observatoire des violences éducatives ordinaires. Pour Stop VO, ils ont lancé une campagne pour les salles d'attente des professionnels. Donc je vous enverrai des photos. Ça consiste en fait d'une part une grande affiche qu'on peut afficher donc dans nos salles d'attente de façon à attirer l'attention des parents sur ce que c'est et avec des flyers qui sont à côté pour que les parents puissent se servir et puis donc que nous, professionnels, on puisse engager la discussion autour de ça. Donc, je trouve que c'est une campagne très intéressante et moi, je me suis mobilisée pour que sur la fiche qui était proposée par l'association Stop VO figure aussi la ville de Gennevilliers. Donc, je me suis mobilisée auprès des élus et je trouve ça fort. Et du coup, voilà. Après, concernant la violence éducative ordinaire, donc je suis en lien aussi avec l'OVO et je me suis beaucoup mobilisée pour que la loi sorte, hein, cette loi qui a finalement été votée le 19 juillet 2019. Je me suis mobilisée, je suis allée à l'Assemblée écouter les discours, etc. On est content que cette loi soit sortie. Ceci dit, elle reste insuffisante. D'une part, il faut qu'on en parle, qu'il y ait des campagnes derrière de soutien à la parentalité et d'information des parents. Et aussi, il faut que ce soit élargi à tous les champs de vie de l'enfant, pas seulement dans le domicile familial, mais aussi à l'école, à la crèche, partout. Donc voilà, la mobilisation n'est pas finie, mais donc j'avais quand même envie de parler de cette loi, de la nécessité que chaque professionnel la connaisse. Hein, la loi, elle est toute simple. L'éducation parentale se fait sans violence, au sens large du terme, et donc l'éducation ne peut pas être violente, la violence ne peut pas être éducative, il faut que ce soit clair pour tout professionnel et tout parent. Voilà, donc après, au titre associatif, je me suis aussi engagée dans ma ville, donc j'ai été présidente d'une association. Là, maintenant, j'ai passé la main à Mario Viana, que vous allez interroger la semaine prochaine. Donc, bon, ça s'appelle Éveil Licence, Grandir Ensemble. L'idée, en fait, c'est de faire des couloirs de mobilisation où on puisse être à la fois entre professionnels et parents et échanger, faire remonter les informations importantes qui sortent. Quand il y a un nouveau film qui sort, pouvoir en faire la promotion, organiser une ciné-rencontre, faire des conférences, etc. Et donc, cette activité-là, je trouve qu'elle est très intéressante. L'idée de travailler ensemble, professionnels et parents, pour essayer de réfléchir comment faire pour que nos enfants puissent vivre sans violence dans tout leur lieu de vie. Merci Isabelle pour ces explications vraiment très justes de ta mobilisation pour cette question-là. J'ai une question qui est venue quand tu as parlé de la violence au sens large. J'aimerais juste que tu puisses préciser aux personnes qui t'écoutent qu'est-ce que toi tu entends par la violence au sens large. Alors, donc, l'éducation parentale se fait sans violence au pluriel. C'est vrai que toutes les violences n'ont pas été citées dans la loi. Donc, il y a les violences physiques. Donc, bien sûr, on dit souvent la fessée, les gifles, etc. Mais il y a aussi les humiliations, les mises au coin, les punitions. Voilà, toutes les violences psychologiques, en fait. À la fois les violences physiques et psychologiques.
Alors souvent, les personnes, moi, quand je parle des violences éducatives ordinaires, ont vraiment se questionnent beaucoup sur ce terme de violence et de ce terme de l'intention dans la violence et me renvoie que finalement, tout parent a de bonnes intentions envers leur enfant et les professionnels aussi, et que finalement, ce ne serait pas forcément de la violence s'il n'y avait pas d'intention mauvaise derrière. Est-ce que toi, tu as un point de vue là-dessus? Ben, c'est la différence entre une violence éducative, dite éducative, et la maltraitance. Dans la violence dite éducative, parce qu'en fait, le terme violence éducative peut être discuté, le parent qui est violent, il a l'intention de bien faire. S'il donne la fessée à son enfant, ce n'est pas parce qu'il est méchant, ce n'est pas parce qu'il veut faire du mal à son enfant, mais parce qu'il pense que son enfant a besoin de comprendre qu'il a fait un comportement qui est inadapté. Et en fait, ce qu'il faut que chaque parent arrive à comprendre, à mon avis, c'est qu'il y a possibilité d'élever un enfant, d'accompagner un enfant sans violence, avec un cadre bienveillant. Il faut quand même qu'il y ait un cadre, c'est effectivement le gros problème. L'enfant a besoin d'un cadre, mais bienveillant. Et c'est ça qui permettra à l'enfant de s'épanouir et qui lui permettra de maturer. Parce que donc, j'ai prononcé tout à l'heure le mot de neurosciences affectives et sociales. Ce qu'il faut savoir, c'est que le petit a une immaturité affective. Il ne sait pas gérer ses émotions, ce n'est pas des caprices. Il y a des débordements émotionnels. Il faut accompagner tout ça avec beaucoup de finesse. Donc, mais ça ne veut pas dire ne pas mettre un cadre. Donc, je suis sensible aussi à ce qu'on appelle la discipline positive, cadre bienveillant et soutenant. Ce cadre qui est tellement essentiel pour l'enfant, pour qu'il se sente en sécurité, effectivement, il est important qu'il soit posé par les adultes. Et quand tu parles d'émotion, la problématique essentielle qu'on rencontre aussi, nous qui accompagnons des adultes au sujet des enfants, c'est le fait que finalement les adultes n'auraient pas appris eux-mêmes à gérer leurs propres émotions dans l'enfance et que du coup, ils se retrouvent devant une nouvelle voie dont ils n'ont pas les clés. Du Oui, coup, toi, en tant que pédiatre, quand tu reçois des parents comme ça qui n'ont pas les clés, est-ce que tu peux précisément nous dire comment tu accompagnes ça? ben, on dit que parfois, avant d'être parent, il faut déjà soigner son enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est effectivement tout ce qu'on a pu vivre dans son enfance. Et c'est vrai que j'ai remarqué que des parents qui ont subi des maltraitances, ou en tout cas une enfance douloureuse, ont plus de difficultés à être parents. Et qu'il faut quelque part à la fois qu'ils soient un peu dans un travail de réflexion par rapport à leur propre enfance pour pouvoir vraiment un peu revisiter l'éducation qu'ils souhaiteraient faire par rapport à leurs parents. Donc, moi, quand je détecte ça, ben, j'essaye, on va dire, de mettre le doigt dessus. Enfin, parfois, parfois, il faut que je tende la main pour que les choses sortent. Et puis, en fait, je travaille pas seule. J'ai de la chance de travailler avec tout un lien de professionnels. Et entre autres, avec moi, j'ai Laïla Tona, qui est une psychopraticienne qui se mobilise aussi contre la violence éducative ordinaire et avec la discipline positive, qui peut faire à la fois des accompagnements individuels ou en groupe. Et donc, j'essaye d'orienter vers les autres collègues. Je trouve que quand même aussi, il faut être conscient que nous, pédiatres, on est quand même beaucoup sollicités par tous les aspects somatiques. Les parents ne viennent pas nous voir pour avoir des cours de soutien à la parentalité, ils viennent nous voir pour avoir un vaccin ou bien parce que leur enfant a 39 de fièvre et qu'il ne dort plus la nuit. Donc, ce n'est pas évident. Il faut à la fois répondre à leur demande, qui est soigner le problème somatique et faire le vaccin, et à la fois essayer de lancer des graines, quoi. Et donc, la salle d'attente, elle est pleine d'outils, etc. Mais je n'ai pas non plus toujours l'impression que les parents s'en saisissent. On essaye, on est là. On est là et comme tu le dis, en fait, tu as une position quand même essentielle dans la famille parce qu'on va venir te voir quand on rencontre un problème avec son enfant et en général, on va voir le pédiatre, on lui fait confiance et on est quand même à l'écoute de ce qu'il va nous dire en tant que parent. Tu as travaillé, tu as parlé beaucoup de ce travail en partenariat avec d'autres professionnels qui est très important et aussi
des échanges que tu as avec les élus de ta commune pour sensibiliser à cette question. Toi, tu dirais que tu fais de la prévention précoce? Ben oui, de toute façon, on fait de la prévention précoce quand on est pédiatre et là, je la fais à la fois avec les parents, mais aussi avec les élus, oui, clairement. Au départ, je suis allée à plein de réunions. Je n'avais pas vraiment l'impression que ces aspects-là intéressaient les élus et je me suis vraiment positionnée. C'est vraiment moi qui ai donné aux élus de notre ville l'importance qu'il faut qu'il y ait un lieu d'accueil enfants-parents sur notre ville. Donc après, une fois que les choses sont lancées, c'est pas moi, c'est pas moi qui travaille, etc. Mais au moins c'est lancé, au moins c'est là et j'essaie de glaner les informations et de les dispatcher aussi vers les autres professionnels, notamment libéraux et tout, parce que chacun est dans son coin en fait, encore plus en ce moment. C'est pas facile, il faut travailler la communication hein, par tous les outils. Alors, tu as parlé de ta formation et du DU que tu as suivi, le DU de Catherine Guéguen. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît? Oui, donc l'idée de Catherine, c'est qu'effectivement, le pédiatre est médecin généraliste, mais elle souhaite d'abord le proposer aux pédiatres et il y a quelques généralistes. Donc, on est le premier relais des familles, que c'est tout à fait important qu'on soit formé dans comment accompagner les parents dans le soutien à la parentalité. En fait, c'est ça le cœur du DU. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ce DU m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires qui viennent de toute la France, y compris de Strasbourg. Donc, je t'ai donné des coordonnées, Sandrine. Je pense que les collègues dont je t'ai parlé, elles seront absolument ravies de se mettre en contact avec toi. Et donc, franchement, il y a une énergie extraordinaire qui s'est dégagée de ces DU. Là, maintenant, c'est à la fin de la deuxième promotion et je suis contente de vous annoncer qu'on a créé une association. C'est uniquement les médecins qui ont fait ce DU, l'association des médecins de la parentalité, où on va réfléchir à la fois sur les aspects scientifiques à divulguer, bien sûr, et puis aussi sur des messages à passer aux parents, etc. Donc là, on n'est qu'au début, l'association vient d'être créée, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Et donc, en tout cas, le DU continue. Si vous connaissez des pédiatres ou des médecins généralistes qui ont envie de s'inscrire, vraiment, je vous le conseille. Et donc, en fait, d'une part, on a des cours un peu sur la méditation, la philosophie enfant, les neurosciences affectives et sociales, les violences éducatives ordinaires, les problèmes des écrans. On a eu des cours par des pédopsychiatres, enfin, d'une part des cours très intéressants, mais aussi un petit peu des outils pour prendre nous-mêmes soin de nous, parce que ça, c'est aussi important. Donc, par exemple, notamment concernant la méditation, des petits outils qu'on peut avoir. Enfin, voilà. Oui, la méditation, la relaxation, c'est vrai que dans tous les interviews que nous avons menées, effectivement, c'est quelque chose qui est revenu. C'est prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin de l'autre. Et effectivement, souvent, les mamans ou les papas me disent, bah oui, mais moi, j'ai tout un tas de choses à faire. Et notamment, dans mes priorités, c'est l'enfant, avant de pouvoir m'occuper de moi. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on fait les choses à l'envers et qu'on aurait l'impression qu'on, même sous tension, on peut s'occuper de son enfant. Or, est-ce que tu peux expliquer le lien émotionnel qui existe entre le tout petit enfant et son parent, et ce lien qui fait que l'enfant va être connecté à l'émotionnel du parent, et avant tout, avant les paroles. Ça, je parle de ça parce que souvent les parents vont dire oui à leur enfant alors que leur corps et leur émotion dit non. Et l'enfant, lui, bien sûr, il va capter ça et il va interroger ça. Oui, il faut être connecté à son enfant et se mettre à sa hauteur. Et puis parfois, il peut y avoir des moments aussi où on a besoin de prendre soin de soi. Par exemple, si vraiment on est encore sous le coup du stress d'une journée difficile, peut-être d'abord devoir s'isoler un peu dans sa chambre en proposant à son conjoint de s'occuper des enfants avant d'être vraiment disponible. Et j'aimerais parler de la théorie de l'attachement, qui est vraiment quelque chose de très important. Je vais vous donner des livres. Un des livres dont je vous conseille vraiment, c'est celui de Anne Reynaud, La sécurité émotionnelle de l'enfant. Donc, l'enfant, pour qu'il s'épanouisse, il faut qu'il ait ce lien d'attachement qui soit créé avec ses parents. Et donc, on est tous des porte-avions. L'enfant, il a besoin d'exploration, il doit explorer le monde. À la fois, il doit toujours pouvoir revenir dans son nid. Et donc, il y a les figures d'attachement principales et les figures d'attachement secondaires. Que le petit, lui, il est émotion
Et en fait, il va capter très vite les émotions de son parent. Et un parent qui ne voudrait pas faire et qui aurait besoin de s'occuper de lui et qui va faire, en fait, l'enfant, lui, va capter toute l'énergie comme ça du parent qui fait des choses qu'il ne veut pas. Et en fait, c'était cette histoire de… En fait, on est branché émotionnellement, hein, l'enfant est branché émotionnellement sur son parent. Et c'était cette histoire-là, mais tu l'as dit après, en fait. C'est-à-dire que, en fait, l'enfant, comme il capte l'émotion, eh ben forcément, il va savoir que là, il y a quelque chose qui ne va pas et que son parent, il n'est pas tout à lui. Là, en fait, il est en contradiction avec lui-même, il n'est pas congruent. Et ça, l'enfant, il le capte très, très vite et très rapidement. Ouais. Mais Mais après, je pense qu'il faut le dire. Parfois, l'enfant, quand on n'est pas disponible, il faut dire maman est fatiguée, la maman a eu une journée difficile, là, j'ai besoin de prendre un café. donc, actuellement, on parle beaucoup d'attachement et la théorie de l'attachement, effectivement, est revenue très fort dans nos métiers aussi. Est-ce que tu peux en dire un mot? Oui, et donc en fait, la théorie de l'attachement, c'est un peu la base du développement de l'enfant. En fait, il est vraiment très important que le parent arrive à mettre en route, arrive à faire sentir à son enfant qu'il est sa figure d'attachement. L'enfant, il a besoin d'exploration, il a besoin qu'on prenne soin. Et la première personne qui prend soin, c'est les parents, et tout particulièrement quand c'est un petit, la maman. Et donc, il doit à la fois pouvoir partir, s'échapper, visiter le monde, à la fois chaque fois revenir qu'il en a besoin. Moi, j'apprécie beaucoup Dr Anne Reynaud, qui est un médecin qui au départ était généraliste homéopathe et puis qui est devenu psychiatre et a beaucoup travaillé là-dessus. Il a écrit un livre que je vous recommande, La sécurité émotionnelle de l'enfant. Il y a un deuxième livre qui vient de sortir. Donc, chaque parent est le porte-avions. L'enfant, c'est un petit avion qui se promène, il visite le monde, et chaque parent est le porte-avions. Et chaque fois que l'enfant en a besoin, il doit pouvoir revenir sur son porte-avions. Et donc, en fait, il faut essayer de faire en sorte que l'enfant ait un lien d'attachement sécure. Et donc, sinon, si ce n'est pas le cas, il y a un attachement insécure qui peut donner toutes sortes de problèmes, de complications à court terme. Il y a un porte-avions qui n'est pas présent pour une raison ou une autre, et c'est important d'avoir des porte-avions secondaires et cet avion secondaire. L'enfant, il a besoin d'un havre de paix, de sérénité, de consolation, chaque fois qu'il en a besoin. Alors, je joue avec… oui. Je joue avec le micro, remettre par remettre, hein, d'où les mouvements d'aller et retour. Tu as parlé, Isabelle, des neurosciences affectives et sociales. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu pour que chacun puisse savoir de quoi il s'agit? Oui, en fait, on sait maintenant qu'il y a 3 cerveaux. Le cerveau reptilien, qui est celui qui gère la vie végétative, qu'ont tous les êtres vivants. Le cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel, et le cerveau cortical, qui est la spécificité des humains. Et en fait, donc au début, l'enfant, il est vraiment conduit par son cerveau, bien sûr, reptilien, mais aussi limbique. Et en fait, il n'a pas la maturité il vit sous l'impulsion. Et donc, petit à petit, il doit arriver à ce que son cerveau, le cortex optico-frontal, arrive à maîtriser le cerveau limbique et reptilien. Et donc, ça prend beaucoup de temps. On dit en gros, ça dure jusqu'à 25 ans. Et en fait, il y a certains adultes qui n'ont jamais réussi à gérer ça. Donc, le plus important, finalement, c'est pas seulement les compétences académiques, le fait d'apprendre à parler, compter, etc., mais d'arriver à maturer son cerveau à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment tout un processus. Et donc, pour ça, je vous recommande particulièrement les livres de Catherine Guéguen, et notamment Heureux d'apprendre à l'école, comment les neurosciences affectives et sociales peuvent changer l'éducation. C'est Catherine Guéguen qui, en France, a apporté beaucoup là-dessus. J'entends plus là. Tu peux montrer le livre? Les livres, c'est intéressant quand tu les montres. Oui, voilà. Oui. Voilà, donc super. Je les mettrai aussi, je t'enverrai une photo. Donc, il y a celui-là de Catherine Guéguen, il y a celui-là. Voilà. Et donc, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de Anne Reynaud,
et de l'attachement, c'est celui-là. Voilà. Donc, je pense que effectivement, arriver à maturer les enfants au niveau de leur capacité émotionnelle, c'est le plus important, et nous-mêmes gérer nos propres émotions aussi. Hein. Voilà. Donc, en quelques mots, Catherine Guéguen, elle en parle beaucoup mieux que moi. Elle en fait des conférences entières, et puis il faut lire ses livres. Oui, parce que finalement, quand on arrive à gérer ses propres émotions en tant qu'adulte, après, dans notre vie sociale et dans nos relations aux autres, effectivement, ce sera plus fluide finalement. Hein, et finalement, c'est comme ça qu'on trouve un travail, c'est comme ça qu'on s'épanouit dans son travail, c'est comme ça qu'on a des amis qui peuvent nous soutenir et qui peuvent nous faire aussi cheminer. Enfin voilà, ça a vraiment des conséquences sociales pour l'être humain. C'est ce que j'entends dans ce que tu nous dis. Et donc, voilà, et quand on accompagne encore la petite enfance, effectivement, on ne mesure pas toutes les conséquences finalement qu'ils peuvent avoir suite à ces violences éducatives ordinaires et l'intérêt finalement de les prendre en compte pour les éviter. J'aimerais un petit peu maintenant changer d'angle et parler de la période actuelle, donc la période de crise sanitaire mondiale qu'on vit depuis un an, donc où toute la vie est complètement bouleversée, où d'une part les adultes sont préoccupés pour la santé, leur propre santé, la santé des aînés, mais heureusement la Covid n'est pas une maladie pédiatrique. Et donc j'aimerais d'abord rassurer les parents et les professionnels à ce sujet-là. Il y a seulement 6 enfants en France qui sont décédés, qui étaient porteurs de Covid, mais en fait pour certains ils avaient d'autres pathologies en un an, hein, alors qu'il y a 100 000 adultes. Hein. Donc, les enfants eux-mêmes attrapent très peu le Covid. Quand ils l'attrapent, ils sont très peu contagieux. Ils sont peu contagieux entre eux. Et en général, quand ils l'ont attrapé, c'est à la maison. Et le virus, c'est vrai qu'il peut circuler un petit peu dans les écoles. C'est vrai que là, ils nous ont fermé les écoles, mais la Société française de pédiatrie, et ça, je vais le mettre dans les liens de ce visio, est vraiment rassurante là-dessus. Et puis moi-même, c'est ce que je constate au quotidien. Hein. J'ai des appels, à peu près 2 appels par semaine de clusters familiaux, donc des parents qui sont malades, et parfois il faut tester leurs enfants, parfois pas, parfois les enfants sont porteurs sains, parfois ils ont des petits signes. Il n'y en a que 2 qui ont eu besoin de venir me voir, et j'ai eu besoin d'hospitaliser personne. Donc, vraiment, ce n'est pas une maladie pédiatrique, et donc il faut essayer, nous, adultes, parents et professionnels, d'essayer au maximum de sortir les enfants de cette période-là. Donc, bien sûr, ils font partie de notre société, il faut qu'ils soient au courant, mais il faut qu'ils puissent continuer à vivre leur vie d'enfant. Il faut les sortir loin, haut de tout ça. Et donc, en fait, il faut par contre faire attention aux protocoles sanitaires. Donc, ils ne sont pas sensibles au virus, mais ils sont sensibles aux protocoles sanitaires. Donc, ça, c'est vrai que ce n'est pas nous qui faisons les protocoles sanitaires. Vous-même, je sais que vous avez des subventions des gouvernements, autres, etc. Donc, vous ne pouvez pas les critiquer. Mais moi, je vais quand même me permettre de faire remonter certaines choses. Mon inquiétude par rapport au port du masque des enfants et au port du masque des professionnels de la petite enfance, notamment. Par rapport au problème des professionnels de la petite enfance, donc je voulais attirer l'attention sur une tribune qui est sortie à l'appel de 120 personnalités, dont Isabelle Filiosa, Boris Cyrulnik, Catherine Guéguen, les pédopsychiatres, etc. On pense vraiment que ce n'est pas du tout anodin qu'un enfant soit toute la journée face à des adultes qui sont masqués, et qu'il y a des risques vraiment d'explosion des troubles des apprentissages, des troubles de l'apprentissage de langage, et même les enfants ont besoin de câlins, etc. Enfin bon, bref. Et donc, il faisait une proposition toute simple, c'est que par exemple, les professionnels de la petite enfance puissent enlever le masque quand ils sont seuls, parce qu'en fait, les risques, ce n'est pas trop la contamination des enfants, c'est la contamination des professionnels entre eux. Donc, quand un professionnel est avec son petit groupe d'enfants, qu'il puisse enlever le masque, qu'il puisse l'enlever quand il sort dans le jardin. C'est des choses comme ça, toutes simples, que quand même, de temps en temps, l'enfant voit l'adulte démasqué. Et puis, par contre, que les professionnels fassent très attention à la contamination sur les temps informels, hein, notamment les temps de repas et de pause-café, etc. C'est ça le vrai souci. Donc, ça, c'est par rapport aux professionnels de la petite enfance. Par rapport au masque des enfants,
Bon, personnellement, je me mobilise contre en lien avec des collectifs de parents. Je dis bien que je parle à nos personnels et pas par rapport à toutes les associations que j'ai citées tout à l'heure, hein. Et donc, en fait, en attendant que les enfants puissent être démasqués, il faut au moins faire attention à ce que les protocoles soient vécus de façon aussi bienveillante que possible. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de témoignages d'enfants qui sont dans des classes où, selon la façon dont le maître met en place les protocoles, c'est vécu différemment. Si l'enfant peut quand même de temps en temps baisser un peu son masque quand il ne le supporte pas, ou bien si quand il ne met pas, le maître lui dit s'il le faut, mais avec bienveillance, alors que d'autres enfants ont des punitions. Il y en a qui doivent recopier des protocoles sanitaires. Enfin, il y a des choses incroyables qui se passent quand même. Et donc, en fait, il y a des petites choses toutes simples qui peuvent être mises en place. C'est des temps des temps de pause de respiration. Il y a certaines directrices qui ont proposé ça aux enfants. D'une part, qu'ils puissent éventuellement l'enlever un petit peu, même si ce n'est pas tout à fait autorisé à la récréation. Et d'autre part, que s'ils ne se sentent pas bien, qu'ils puissent aller à la fenêtre, ouvrir la fenêtre, baisser leur masque, respirer un petit peu et revenir à leur table. Ça, ou alors qu'on autorise qu'ils sortent, qu'ils aillent aux toilettes. Il faut savoir quand même qu'il y a des conséquences sanitaires, hein. Tous les enfants ne supportent pas bien le masque. Je ne vais pas mobiliser la parole ici. Et je voulais aussi vous dire qu'il y a 4 circonstances où le port du masque n'est pas obligatoire, mais où souvent les parents ne le savent pas. Et donc, en fait, je trouve que c'est important que nous, professionnels, on véhicule ce message. Le premier cas, c'est pendant l'accouchement. Le masque n'est pas obligatoire pendant l'accouchement et pourtant, il y a dans beaucoup de maternités, du moins dans mon secteur, les femmes continuent à accoucher avec le masque. Mais en fait, on ne leur dit pas que ce n'est pas obligatoire. Donc, l'autre jour, j'ai vu 2 bébés qui étaient nés le même jour dans la même maternité. Il y a une qui a accouché avec le masque et puis d'ailleurs, ça s'est fini par une césarienne. Mais c'est parce qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait l'enlever. Et l'autre, elle a dit, ah, moi, j'en veux pas. Et puis, voilà. Et, en fait, il faut que les femmes demandent elles-mêmes de ne pas le mettre pour que la fasse accoucher sans masque. Donc, vous imaginez quand même ce que c'est qu'accoucher avec un masque, d'une part, par rapport aux conséquences de baisse d'oxygénation qui peuvent être dangereuses à la fois pour la mère et le bébé. Et puis après, pour l'accueil du bébé, et accueillir un bébé avec une maman masquée, c'est quand même terrible, il faut arrêter. Mais les femmes ne savent pas que ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est le premier cas. Après, le deuxième cas, quand il y a eu le port du masque en primaire, la ministre du Handicap, Sophie Cluzel, a tout de suite dit les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement n'ont pas l'obligation du port du masque. Et donc, moi, je travaille beaucoup dans le champ de l'autisme, j'étais contente qu'il y avait au moins cette possibilité-là. Sauf que personne n'a communiqué là-dessus, ni l'Éducation nationale, ni la MDPH, ni beaucoup de professionnels qui s'occupaient de ces enfants. Et il faut que j'informe les parents. Donc, à ce moment-là, je fais un certificat que l'enfant a un trouble du neurodéveloppement, ce qui est attesté par la MDPH, et que donc il n'a pas l'obligation du port du masque, et l'enfant va à l'école sans masque. Et qu'après, l'Éducation nationale accepte ça aussi. Donc ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est pendant le sport. Le port du masque n'est pas obligatoire pendant le sport, mais beaucoup d'enfants ne le savent pas et les profs, il y en a qui font un peu de l'excès de zèle et il y a beaucoup d'enfants qui font des malaises. Donc moi, chaque fois que je vois un enfant, maintenant, je lui demande. Et il y en a qui me disent, ah oui, mais c'est pas obligatoire, mais je ne l'ai pas enlevé. Puis parfois, ça tourne un peu, je vois des étoiles. Vous vous rendez compte, un enfant, il y a beaucoup de malaises, hein, et semble-t-il même des morts dans certains pays. Donc maintenant, chaque fois que je vois un enfant, je lui demande s'il garde le masque pendant le sport. Et puis s'il le garde, je lui dis de l'enlever. Si c'est le maître qui ne veut pas qu'il enlève, je fais un courrier. Les enfants de moins de 11 ans n'ont pas l'obligation de porter le masque dans la rue. Ils ont l'obligation uniquement de le porter à l'école à partir de 6 ans. Et donc, tous les enfants que vous voyez qui se promènent avec un masque dans la rue, vous pouvez informer les parents que ce n'est pas obligatoire. Après, les parents font comme ils veulent. Mais c'est vrai qu'un enfant qui marche, c'est aussi un peu de un sport quand même. S'il marche un peu vite, voilà, moi je participe aux mesures de prise de saturation à la sortie de l'école. Là, on a parfois des surprises, hein. Ce n'est pas anodin. En fait, il faut une étude d'impact, hein. Ça, c'est les parents qui se sont beaucoup mobilisés. Les parents mobilisés contre le port du masque. Il faut des études d'impact. Obliger le masque pour limiter la circulation du virus, c'est une chose. Après, il faut aussi voir les conséquences à la fois somatiques et psychologiques sur la santé des enfants.
Et ça, le gouvernement refuse de le faire. Oui, merci beaucoup Isabelle pour vraiment ces informations très précieuses. Et maintenant, j'aimerais te poser la dernière question. Si toi, tu avais un pouvoir magique, qu'est-ce que tu changerais là aujourd'hui à l'heure où on se parle? Alors, je ne crois pas trop en la magie, mais déjà, je supprimerai le port du masque chez les enfants. Ça, c'est la première des choses. Et après, je redonnerai plus de moyens au PMI et à l'ASE. Ça, c'est une priorité. Parce qu'en fait, là, on est en train souvent de se poser des questions pour faire plus de choses, alors qu'en fait, il y a des choses qui existaient déjà, qui sont mises à mal. Donc, voilà. Et après, développer le soutien à la parentalité par tous les moyens et des choses qui soient gratuites. Parce qu'en fait, il y a maintenant beaucoup de professionnels de soutien à la parentalité, mais c'est des ateliers qui sont payants et ça, ce n'est pas possible. Donc, augmenter les moyens des lieux d'accueil enfants-parents et des structures de ce genre-là. Oui, merci beaucoup. Je vais laisser Christelle conclure du coup. Vas-y. Je saute sur mon micro. En tout cas, Isabelle, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci pour ces échanges. Et j'espère que les parents, les professionnels qui nous regarderont seront inspirés. Merci encore de m'avoir donné la parole et puis bonne continuation à vous.